Bonjour Ziad Majed, vous êtes professeur d'études sur le Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris, co-auteur de l'ouvrage Dans la tête de Bachar al-Assad. La Syrie, 9 ans après, c'est un champ de ruines et la catastrophe humanitaire continue? Absolument. C'est un bilan humanitaire catastrophique. On parle de 500 000 morts entre combattants et surtout civils. On parle de 7 millions de réfugiés à l'extérieur du pays et 6 millions et demi de déplacés internes sur une population de 23,5 millions de personnes. Donc c'est une des catastrophes dont l'ampleur est la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale, selon les Nations Unies. En même temps, c'est un pays fragmenté aujourd'hui, détruit, occupé par la Russie et l'Iran, là où le régime reste quand même sur place, et occupé par la Turquie dans certaines zones, avec une présence américaine aussi à l'est du pays. Donc c'est un bilan à ce niveau-là horrible, mais en même temps, c'était une des révolutions les plus importantes dans le monde arabe, qui a secoué l'un des régimes les plus barbares. Et très violemment réprimé dans le sang. Alors aujourd'hui, alors que les Américains globalement se sont retirés, que les Européens ont montré leur impuissance, que les Russes sont visiblement les maîtres du jeu, quelle peut être l'issue de ce conflit? Il n'y aura pas d'issue de ce conflit tant que le régime Assad est toujours à Damas. La question se posait dès le début, la question d'une transition politique, de la fin d'une dictature qui dure depuis 1970 entre Assad, père et fils. Et en même temps, la Syrie questionne toutes les institutions internationales aujourd'hui. Le Conseil de sécurité a été paralysé, il n'a pas joué son rôle. La communauté internationale a été souvent inactive ou incapable de s'imposer. Et en même temps, il n'y a pas eu suffisamment de solidarité avec le peuple syrien qui avait cherché, un 15 mars 2011, à marcher la tête haute, à tourner la page de la dictature et à essayer de vivre dignement. Donc aujourd'hui, sans une transition politique qui était déjà stipulée par les pourparlers de Genève en 2012, qui mettent fin à ce régime-là, qui permettent la constitution d'une nouvelle république syrienne, aidée par les Nations Unies, par la Ligue arabe. Tant que cela n'a pas eu lieu, le pays reste occupé, fragmenté, détruit. Il n'y aura pas de reconstruction possible tant que le régime est sur place. Il n'y aura pas de normalisation possible tant que ce régime est sur place. Et la Russie et l'Iran ont leurs calculs. Ils peuvent peut-être sacrifier la personne de Assad, mais pour le moment, tant qu'il n'y a pas un rôle européen important, tant qu'il n'y a pas un rôle du droit international et tant que l'impunité reste maître du jeu, on va continuer à compter les morts et à passer d'une crise humanitaire à l'autre. Malheureusement, l'Europe ne se réveille que lorsque les réfugiés arrivent à ses portes, bien que la question se trouve là-bas, au niveau des raids aériens russes et assadiens qui ont visé hôpitaux, centres médicaux, boulangeries, écoles, et surtout infrastructures civiles. Si Bachar al-Assad reconquiert l'ensemble du pays, est-ce que les Russes pourront se retirer ou est-ce qu'ils vont devoir rester pour assurer le pouvoir de Bachar al-Assad? C'est exactement ce que vous avez dit, c'est que les Russes et les Iraniens ne peuvent pas se retirer tant qu'ils veulent protéger Assad, parce que leur retrait veut dire immédiatement la chute de ce régime-là. Il n'est pas capable lui-même de reconquérir toutes les régions du pays. Il a besoin de l'aviation russe, il a besoin des milices chiites que l'Iran amène en Syrie, du Liban, de l'Irak, de l'Afghanistan et du Pakistan. Et surtout, ce qui reste de son autorité véritablement, c'est l'institution carcérale. Sinon, le régime, même au niveau de la sécurité, il y a des princes de guerre aujourd'hui, il y a des mafieux, il y a des réseaux qui gèrent une partie du territoire. Et Assad, il a réussi à survivre un peu à ce tremblement de terre face auquel il a été confronté en 2011, mais c'est grâce à ses alliés. Donc sans leur présence, il n'est pas capable de s'imposer dans cette Syrie-là. Et en même temps, on sait que les occupations ne peuvent pas durer pour toujours. Donc le dilemme aujourd'hui de la victoire russe, c'est que c'est une victoire qui est en même temps piégée. Oui. Sans la force militaire, les Russes ne peuvent pas non plus gérer cet espace syrien. L'ONU a déclaré qu'il s'agit de la plus grave crise humanitaire, vous l'avez dit, dans la province d'Idleb depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comment vous expliquez l'indifférence de l'immense majorité des populations occidentales? Est-ce que d'après vous, il y a une accoutumance aux images d'horreur? Oui, moi je pense que c'est pas seulement en Occident, même dans le monde arabe. Il y a très peu de solidarité. Je pense qu'entre lassitude, entre crises perpétuelles, entre beaucoup d'images qu'on essaye parfois de ne pas regarder, entre un sentiment aussi que dans cette région du monde, la violence
règle et a des mécanismes qui imposent parfois leurs propres solutions. Il y a une perception culturaliste aussi du Moyen-Orient qui fait qu'on ne voit pas les gens. Les Syriens sont invisibles, y compris maintenant dans la couverture du conflit à Idlib. On a souvent des analyses géostratégiques qui parlent de la Turquie, de la Russie, qui ne parlent pas de 3,5 millions de Syriens qui luttent dans le quotidien, qui ont formé des écoles, qui ont ouvert des hôpitaux, parfois clandestins, qui se sont mobilisés pour essayer de se préserver en vie et en dignité, et qui ont été bombardés par les Russes, par le régime Assad. Et donc, ce manque de solidarité est aussi un échec du système international et même du concept même de la solidarité internationale qu'on voit de moins en moins aujourd'hui. On la voit avec la question des réfugiés, on la voit avec tout réseau de solidarité et d'humanisme. Et c'est aussi par rapport au déclin des valeurs universelles, un peu des droits de l'homme, par rapport au déclin du droit international, de l'impunité, du fait que certains membres du Conseil de sécurité de l'ONU, qui ont le droit de veto, commettent eux-mêmes des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, donc veulent à tout prix préserver l'impunité de plusieurs régimes criminels sur cette planète.